Ostinato, mesdames, messieurs. Voilà pour l'ambiance. Si c'est pas une ambiance africaine, ça, je m'y connais pas. Voilà, je vous invite à regagner vos places. On va poursuivre donc notre matinée de débat avec le grand débat qui va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet. La thématique de ce matin, c'est d'une rive à l'autre pour un regard juste sur les migrants. Vous allez assister à des échanges avec un plateau particulièrement relevé de par l'immense qualité des personnalités qui ont accepté d'y prendre part et nous les remercions d'être parmi nous ce matin pour cette deuxième édition du Forum des Panafricaines. Je vais tout de suite appeler la première panéliste qui va vous accompagner pendant une heure d'échange. Il s'agit de Madame Anna Fonseca, chef de mission de l'Agence des Nations Unies pour les migrations au Maroc. Madame Raffaella Maria Consentino, qui nous vient d'Italie, reporter pour la chaîne de télévision RAI, spécialiste dans les questions migratoires. Patrick Otim, monsieur Patrick Otim d'Ouganda, spécialiste de la migration, membre de l'organisation Refugee Law Project à Kampala. Patrick qui nous rejoint. Welcome, sir. Idriss Yazami du Maroc, président du Conseil national des droits de l'homme. Yazami, bienvenue. Monsieur Larry Makole, qui nous vient du Nigeria, fondateur et rédacteur en chef de Refugee Radio Network. Vous œuvrez à Hambourg, en Allemagne. Les panélistes sont là, ne manque plus que la modératrice. Et qui de mieux pour animer un tel débat avec un tel panel que Madame Samira Sitaïl, directrice adjointe en charge de l'information et des magazines à 2M. Madame Sitaïl, je vous cède la scène. Allô, allô, oui, Wadir, j'aurais voulu vous avoir plus longtemps avec moi. Je reste avec vous, Madame Sitaïl. Nous sommes à une quasi parfaite parité, en fait à la parité sur ce plateau. 3 femmes, 3 hommes, et on va demander à Wadir, après avoir partagé ces quelques secondes, de nous quitter, comme ça on est vraiment 3-3 quoi. Donc vous va faire venir pour repartir. On en rêvait d'un moment comme celui-là. Très bien, Madame Sitaïl. Partager un plateau, peut-être à la télévision un jour. Inch'Allah, qui sait. En tout cas, je me fais un plaisir immense d'être là. Un plaisir tout particulier parce que cette deuxième édition a pu être possible. Et nous sommes entre amis, entre gens de bonne volonté, entre journalistes, mais pas uniquement. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à saluer la présence de plusieurs organisations non gouvernementales qui sont avec nous aujourd'hui. Saluer la présence de membres éminents de la société civile. Je salue particulièrement Madame Amine El Melini qui est avec nous, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de sa présence. Présidente de la Haute Autorité de l'Audiovisuel, elle est d'abord, et elle me le rappelle assez régulièrement, une femme très engagée pour les femmes et pour la cause des femmes, quel que soit le dimensionnement de cette cause. Et moi, c'est une de mes aînées, j'ai le respect de mes aînés. Voilà, ça, c'est une vraie militante pour le droit des femmes. Merci, madame. Alors là, évidemment, je suis journaliste et je vais essayer de le rester. Mais en même temps, je ne peux pas ne pas relever, comme l'a fait Wadia avant moi, le plateau qui est avec nous et les personnes qui nous ont fait le plaisir de venir et qui se sont mobilisées d'abord parce que nous défendons une cause qui est celle des migrants, avant d'être le débat autour de la question migratoire. De quelque point de vue que nous nous placions, que nous soyons un diplomate, un homme politique, un décideur économique, un journaliste ou un militant associatif, les choses évidemment et la vision diffèrent. Ce sont, je pense, en étant journaliste,
en étant à la tête d'organisations qui prennent en charge les migrants ou en défendant et en prenant en charge également la cause des droits de l'homme dans sa globalité. Les 5 personnes que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés sont toutes des personnes militantes, chacune dans son domaine. Je m'excuse, je vais demander un peu de silence parce qu'il y a des gens qui parlent. Non pas que j'ai envie qu'on n'entende que moi, mais parce que je vais céder la parole à ces 5 personnes que je me fais d'abord le plaisir de présenter. Et je vais honorer d'abord les dames, je pense, et saluer Ladies First, et saluer la présence d'Anna Fonseca, qui est chef de la mission de l'Agence des Nations Unies pour les migrations, l'OIM, et qui travaille pour cette agence depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, qui a travaillé dans plusieurs pays avant d'arriver au Maroc, qui est pratiquement en fin de mission, je crois savoir, dans notre pays, pas encore, mais Anna Fonseca, c'est un engagement, c'est toute une vie dédiée à la migration, pas uniquement relever, pointer, parler, discuter. C'est d'abord agir, n'est-ce pas, Anna? Ben, évidemment, c'est fait pour ça. Oui, c'est vrai. Agir. Et si je peux, un mot pour aujourd'hui, c'est que c'est très, très important, toute votre collaboration. Je suis ravie d'être ici, d'être entre tous vous, comme des journalistes, comme des acteurs de médias. Et vous êtes très, très importants dans le moment qu'on est aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut qu'on passe de la parole à l'action. Et vous avez un rôle très, très clé dans cette question. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si vous voulez que je dise plus ou seulement cette introduction. J'espère qu'on peut avoir l'espace pour vraiment parler sur cette perspective. Passer de la parole à l'action. On a 1 heure et puis après des questions et des réponses qui seront posées par la salle. Raffaella Constantino que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques mois à Barcelone. Et il s'agissait d'un débat sur la migration justement et le rôle des médias audiovisuels et la nécessité des médias audiovisuels de s'engager dans justement la manière dont il faut travailler à rectifier, corriger l'image des migrants, l'image de la migration. Je suis très heureuse que Raffaella ait pu venir. Elle travaille à la RAI. C'est une jeune journaliste par rapport à moi, en tout cas, et la plupart d'entre nous, je pense. Et elle est depuis une dizaine d'années dans la profession et elle est déjà très connue dans son pays pour les engagements qu'elle a pu prendre. Elle a couvert dans la zone de Lampedusa pour le compte de la RAI Uno tous les grands dossiers liés ces 6-7 dernières années au drame en Méditerranée. Je suis très heureuse que tu aies pu venir, Raffaella, et te demander toi-même la manière dont tu as appréhendé ta présence ici à Casablanca. Alors, bonjour, merci beaucoup à tout le monde et surtout aux organisateurs parce que pour moi aussi, c'est vraiment, je suis étonnée et je pense que c'est très, très important d'avoir ce type de réseau de femmes journalistes en Afrique et je suis très contente d'être ici, la seule européenne, à parler et je pense que c'est vraiment important dans ce moment historique de se confronter, d'avoir cette chance de parler de ce qui se passe ici et là, et autour de l'image de la migration et des migrants. Comment rester journaliste, Raffaella, et en même temps militer, parce que c'est une forme de militantisme qui est ton travail. Comment tu arrives à rester, encore une fois, dans cette mission qui est la tienne d'informer, mais à côté de ça, militer pour que l'information, la véritable information, soit diffusée, soit véhiculée. Yes, of course. Il y a un problème de micro. Je ne sais pas si quelqu'un peut venir m'aider. L'image, je veux bien. Le micro, c'est bon? Oui, ça, il ne marche pas celui-là. Oui, Raffaella. Okay. I started as a freelance journalist in Italy. When I started to care about migration and refugees, it wasn't a big subject in Italy yet.
but not because it was not important yet, but it was not perceived like important and it was not understood. So only few colleagues tried to travel also around North African countries to understand why the Raga, the so-called Raga, wanted to come to Europe to tell their stories and to understand that this was a big phenomenon that was starting and was going on. So I started as a freelance journalist in Italy, within Italy. I specialized in the subject of the detention of irregular migrants who should be deported out of Italy, but also about the exploitation of migrants who work in the agriculture, but also about the rights of refugees and asylum seekers, the reception centers where they are kept in Italy for a long time. So I did a field work, but at the same time I did media studies work. So I used my media studies background to study how to give fair images of that. We have an ethical code in Italy. I participated to the debates for this ethical code for journalists who deal with migration. It's called Carta di Roma, the Charter of Rome. Is done thanks to the pushing of the UNHCR, actually in Italy. Because we had so many cases of misleading information and also racist information against the migrants after some cases like, killings where we had a big case in 2007 when an entire family was massacred in a house, and the media started saying that the responsible of the crime, the killer, was the Tunisian husband of this lady, who was killed together with his parents and his son. It's called the Strage di Erba. And the Tunisian guy wasn't there. It was in Tunisia, and so everyone was looking for him, saying he is the killer. But then they found out that the killers were the Italian neighbors of the family. And after this big case where they were looking for the enemy, the North African enemy, so the UNHCR pushed a lot the Italian media organization to set up an ethical code. To say the right words, to use the right words to portray migrants and so on. I also founded a campaign for the detention centers because we were not allowed as journalists to enter the detention centers for irregular migrants. And this is quite common in all Europe. Okay? Yes. Detention centers or hotspots, they are like pieces of borders within the land. And they are hidden yes. to the public. So I did a campaign, it's called Lasciateci entrare. I started with the politician or the journalist activists to let us in. We had judicial cases in the court. In the end, we won, and we have a kind of regulation for that. Yes. Raffaella will talk about detention centers. As the minister said in this allocution, it's a very, very sensitive point in Europe. Let's talk with Patrick Otim, who is a real specialist of migration. Patrick is member of Refugee Law Project organization in Kampala, and he's been working for 20 years on migration questions. Patrick, are migrants criminals or victims? Thank you so much, and I'd like to appreciate coming here. Yes. It's my first time in Morocco. Let's check. Is it working? Okay. Fine. It's my first time coming to Morocco, and I'm very happy about coming here. First, I would like to say migrants are not criminals. They are actually an opportunity. For the 20 years I've worked with them, I know the resources that they bring on board. And that's why we feel that if you are hosting migrants, there are opportunities that you get from having them around you because they contribute to your taxes. And besides that, there's so many support systems that they help to build the economy within your country. Now, in Uganda, we believe that bringing on board refugees into your policies, it's very important.
because we have a new framework that we work around Rehope, and Rehope is about how you have 70% of your work, of all the donations and all the support that NGOs offer to refugees, and the 30% have to be to the locals. So you find that even in the remote areas where that the refugees are actually hosted, they are able to develop the place. So the reason why I'm saying this is that we offer land to refugees because we realize that it's not possible to offer anything other than the land that is a free resource. And so when the refugees come to our country, what we do first is we make sure that we support them for just six months. But after 6 months, we believe that using the land, they're able to cultivate and take care of themselves. So I think that way we've been able to keep around over 2 million refugees. And of the 40 million Ugandans that are hosting the 2 million refugees, I feel that we are looking at ourselves as one family because we speak the same language. And besides the borders that are actually borderless, I don't see how we are different because it is about colonialism that has brought in those borders. And we emphasize on trying to break down that. But I think above all, we have to educate refugees to understand what the culture in a country is. And that's why my organization comes in to try and offer legal support, especially for those failed migrants. But also we train them, and not only refugees, we also train duty bearers, because we know so many people are ignorant about what refugees are. Normally there's name calling of aliens. They think refugees are aliens. They're not part of us. But that is not true. They are not aliens because they're people like us. So we have to educate the duty bearers. That is the police, the prison, the judiciary. Everybody that holds the office, you must start with them, because it's about the mindset. How do you educate people who do not understand who refugees are? So I think briefly, that is what we do as an organization. But of course, with me, I also train refugees in video advocacy skills, because we know that without narrations of the people that we host, we do not understand them. And if you go to a community that you don't know, you will never get the right data. And like the minister says, it's important to get numbers, it's important to get data. And so if you're speaking to refugees, everybody has a story. And unless you have their story, you will not create policies that are pro them. You will instead create policies that you think are right. So I think that would be a starting point for all of us in Africa. And I'm happy to see women on board. It was quite inspiring for me to see over 200 women taking up a job that was first considered for men. And I think we understand what women can do in a society. And we promote the equality of women as well in our organization. Merci Patrick. L'exemple de l'Ouganda, on en reparlera avec Patrick tout à l'heure, est un exemple absolument extraordinaire. Il l'a abordé assez succinctement. Lutter contre les stéréotypes, lutter contre les préjugés, c'est une chose, mais il y a aussi l'information. C'est juste livrer la bonne information, malheureusement, qui est un travail dans les pays du Nord qui est très souvent, qui n'est pas réalisé. Qui sait que sur le continent africain, quand on parle des réfugiés, et l'Ouganda est en première ligne, les 5 plus grands camps de réfugiés au monde, le premier est au Bangladesh, avec les Rohingyas, et les 4 qui viennent après sont sur le continent africain, parmi lesquels un en Ouganda. Nous-mêmes, en Afrique, nous ne partageons pas cette information. C'est une information sur laquelle nous ne travaillons pas beaucoup. 4 des plus grands centres de réfugiés au monde sont sur le continent africain. Il y a d'autres informations comme celle-ci, M. Driss Liazami, d'autres informations comme celle-ci, Driss Liazami, que les Africains eux-mêmes gagneraient à partager, parce qu'il y a bien évidemment d'une rive à l'autre cette image qu'on peut avoir
dans les pays du Nord, et Rafaela nous en a parlé un petit peu, peut-être que aussi Anna reviendra dessus. Il y a le Nord vers le Sud, il y a le Sud vers le Nord, et tous les préjugés que nous connaissons, mais il y a aussi entre nous, Africains, une information qui ne circule pas. Alors, le ministre des Affaires étrangères tout à l'heure en parlait, sur cette question des camps de détention, monsieur Liezami, vous avez eu, vous, une position. Vous avez développé plusieurs positions sur les questions migratoires. J'aimerais dire qu'au-delà de l'institution que vous présidez, le centre, le Conseil national des droits de l'homme, vous êtes vous-même un militant de la première heure en matière de droits de l'homme. Vous avez contribué, par exemple, pour ce qui est des migrants, à la création d'un musée qui est consacré à l'histoire de l'immigration. C'est aussi important de cultiver cette histoire, cultiver la mémoire. Sur les camps de détention, par exemple, sur les vagues de régularisation, par exemple, quel est le rôle d'un Conseil national? Écoutez, le Conseil national des droits de l'homme du Royaume du Maroc est une des 121 institutions nationales des droits de l'homme qui existent dans le monde. Il y en a 44 en Afrique, avec un réseau africain des institutions nationales des droits de l'homme. Et ces institutions nationales des droits de l'homme, un mot simplement pour les définir, ce sont des institutions publiques. Au Maroc, le Conseil national des droits de l'homme est constitutionnel, mais en même temps, elles doivent aider le gouvernement et le critiquer. Et donc, c'est une position assez particulière. Elles doivent être aussi indépendantes du gouvernement, et leur indépendance est actée et appréciée à Genève par un comité d'institutions nationales des droits de l'homme. Donc, ce n'est pas nous qui décidons si nous sommes indépendants ou pas. Alors, qu'est-ce que pour le cas du Maroc, vous l'êtes? Absolument, voilà. Nous sommes accrédités à. C'est-à-dire que la communauté internationale des droits de l'homme a apprécié que nous sommes indépendants du gouvernement et que nous sommes en même temps professionnels et que nous faisons notre travail de manière crédible. Alors, les institutions nationales des droits de l'homme, concernant, puisqu'on a parlé du pacte global sur l'immigration, on constitue une task force constituée de 4 institutions nationales, le Maroc, le Mexique, les Philippines et l'Allemagne, et on a suivi les négociations. Donc, dans le texte du Global Compact on Migration, qui va être donc signé à Marrakech, les institutions nationales des droits de l'homme sont désignées comme un des acteurs de la mise en œuvre. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, nous avons préparé aussi au niveau africain, et nous allons tenir un très grand colloque à Marrakech pour rassembler l'ensemble des chercheurs africains sur la migration. Et je crois que c'est ça ce qui est l'enjeu aussi aujourd'hui, à côté des journalistes. Il faut absolument mobiliser la capacité, les chercheurs africains, les universités africaines, et développer un point de vue africain sur la question migratoire. Et je crois que c'est un des enjeux essentiels. Alors maintenant, les institutions nationales de droit doivent dire le droit. Et puisque vous avez parlé, Samira, de la question des camps de rétention, des questions de réfugiés, je crois qu'il faut dire une chose importante, et après on pourra y revenir, c'est que avec papier ou sans papier, quel que soit son statut, un migrant a des droits fondamentaux qu'il faut respecter. C'est-à-dire que ce n'est pas la qualité de régulier, pas régulier, demandeur d'asile ou réfugié. En tout état de cause, le migrant, la personne qui se déplace, a droit à des droits fondamentaux. Deuxième idée, contrairement au niveau international, la question de la migration est liée à la pauvreté, à la misère, à la tragédie. C'est vrai, ça fait partie de la réalité migratoire dans le monde. Pas uniquement. Mais la migration, la mobilité humaine est un facteur d'enrichissement extraordinaire. Je crois simplement l'orchestre que nous venons de voir en est une illustration parfaite. Donc en accueillant des étrangers chez nous, au Maroc par exemple, nous sommes en train de nous enrichir de manière extraordinaire. Et pas simplement sur le plan financier, mais sur le plan surtout humain et culturel, et je crois, et sur tous les plans. La mobilité humaine est une richesse extraordinaire. Bien évidemment qu'il faut l'organiser, bien évidemment qu'il faut voir comment organiser la gouvernance de la migration. C'est l'enjeu du pacte global qui va être signé. Mais fondamentalement, dans toute l'histoire humaine, c'est un enrichissement extraordinaire. D'ailleurs, on voit la terminologie. Alors, il y a tout un débat autour de migrants légaux, illégaux, migrants clandestins. On est quoi? On est clandestins, on est illégaux en matière de droit.
Non, en matière de droit, on est titulaire de droit, quel que soit le statut. Il y a des droits fondamentaux. Bien évidemment que ce qui fait un État, ce sont des frontières. Et donc l'État, sa première fonction, c'est un, de contrôler qui rentre, qui sort, et deuxièmement, de donner la nationalité. Donc c'est le droit, l'État a ce droit, mais il doit l'exercer. Il doit l'exercer dans le cadre du respect de droit. Il a le droit de contrôler ses frontières, mais il ne peut pas le faire en violant des droits fondamentaux, et c'est notre rôle de le rappeler tout le temps. Très bien. Ce que je voulais dire, et je vais poser la question à mon voisin à ma droite immédiate, Larry McCauley, qui est fondateur et rédacteur en chef de Refugee Radio Network à Hambourg, en Allemagne, qui est originaire Radio Network. I said Radio Network, but I said it in French, you know. It didn't sound good in French. Okay. Yes. Et il est journaliste, il est commentateur et c'est une personnalité aujourd'hui extrêmement inspirante pour des milliers de réfugiés, dans la mesure où Larry, de par son propre parcours, parce qu'il est, je vous le disais tout à l'heure, il est originaire du Nigeria, avec des études supérieures très brillantes dans son pays, en matière de sciences politiques notamment. Et puis bon, il a pris des positions politiques dans son pays qui l'ont amené peut-être à prendre, à exercer un militantisme pour la démocratie, pour le droit, et puis aujourd'hui en Allemagne, pour le droit des migrants. Alors, vous, Larry, juste sur cette terminologie déjà, est-ce qu'on est dans le droit? Est-ce qu'on n'alimente pas les stéréotypes lorsqu'on parle de immigrés clandestins? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux dire immigré illégal plutôt que immigré clandestin? Il a tiqué quand j'ai dit qu'il a fait de la politique dans son pays. Okay. First of all, thank you very much for inviting me to this event. We can see how many European media are here. European media observers. How many? Oh, few. I mean, they're not. The majority is from Africa. Okay. Definitively. The issue of image Yes. has to do. They need to come and see that we in Africa can organize ourselves Yes. and make decisions for ourselves. We need to tell them that. We need to show them that. But maybe they're not interested in that. Hold on, Larry. there's a reason for The that. question is, are they interested or not? There's a reason for this. They always think, I live in Europe, and I know the perception. They think we don't know how to do anything coming from Africa. So we need to show them, especially with African women. So they need to see that we can organize ourselves constructively and make decisions for ourselves. That's one. Two, I will come to your question. I'll be very fast. We should think very careful next time when they make decisions in Paris and London to remove a government in Africa. We should think very carefully in Africa our stand on that. Because all this thing we see, the migration phenomenon that we see now, is as a result of regime change and destabilization of the African continent. Now, coming to your question, migrants, irregular migrants or non-regular migrants. Migration is migration. Migrants are people that move from one point to the other. So the Europeans, of course, they like to portray migration as a negative thing. You heard all the statistics. Most of the migrants migrating in Africa are in Africa. So, but they always try to play on the fears of their people. When I came to Europe in 2011, and I moved to many European countries. In Germany, for example, they didn't know that people were dying in Lampedusa. They didn't know that there were wars in Libya. Then I had to ask them a question. Do you people read newspapers or watch television? And they said, yes, we watch, but we don't see most of these things. So doing an investigation, I found out that the media in the West, they have their own narrative of what they want their people to know. Yes. So in other words,
What do I need to do? I need to create my own platform to tell my own story by myself with my colleagues. So that's basically what we did with Refugee Radio Network. But the issue, the toxic narrative of irregular migrants, or regular migrants, or the good refugee or the bad refugee, these are political terms in order to confuse the citizenry. And they are very dangerous terms, you know. We see a lot of right-wingism going on in Europe at the moment. The political shift is shifting. Every crime that is portrayed in Europe at the moment is caused by a migrant or a refugee. That's what they tell you. And how do we change that? We are the ones that can change it by ourselves. We, the migrants, we, the Africans, we, the foreigners, are the ones to change this narrative. So the issue of a good one or a bad one, I think it's for politicians. They do that. They play a lot with those kinds of words. Yes. Mais quand les politiques, justement, Larry disait que c'est quelque chose pour les politiques. Nous faisons notre travail. Hein? Essayons à notre niveau, nous, journalistes par exemple, d'influer pour que la bonne information puisse être diffusée. Mais en même temps, on ne peut pas faire sans les politiques, sachant que les politiques eux-mêmes tiennent un discours de confusion, tiennent un discours populiste pour la plupart du temps. D'ailleurs, je poserai peut-être la question à Rafaela pour le nouveau ministre de l'Intérieur qui semble cartonner dans les médias actuellement et qui tient ce type de propos aussi qui sont à même de confondre l'opinion publique. Là-dessus, Anna, vous qui êtes entre les deux, Anna est portugaise d'origine, oui. Elle est très proche méditerranéenne comme nous. À votre niveau, Anna, ton niveau, comment ça se passe? Il y a tellement beaucoup de choses à vous dire. Cette question de clandestin, légal, illégal. Numéro 1, on est tous des êtres humains. Okay? Mais on fait peur quand on dit clandestin, l'Européen. Clandestin, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit d'être là. C'est quelqu'un qui oui, mais on est tous des êtres humains. Okay. Hein, Anna? Quelqu'un qui est clandestin. Quand on cultive le mot clandestin en permanence dans les médias, ça installe l'idée du danger, ça installe l'idée du droit, pouvoir être là ou pas être là, et le crime aussi. Ça criminalise le migrant quand on dit clandestin. C'est vrai que la perception de la migration, c'est très important pour tout autour de ça, pour les politiques sociaux, pour la façon comme les acteurs travaillent sur la question migratoire. Donc, the semantics, non, la terminologie, c'est très, très important. Il faut, numéro 1, que les sociétés comprennent qu'on est tous des personnes. Au niveau de droit, il n'existe pas une personne qui est illégale. On est tous des personnes. Donc ça, c'est une assumption qu'il faut que les journalistes commencent à adresser plus. Numéro 2, oui, il y a toute cette terminologie sur les migrants légaux, les migrants clandestins, les migrants irréguliers. Ça dépend aussi de chaque État, qu'est-ce que sont les terminologies qui sont utilisées dans les droits nationaux, etc. Et c'est vrai qu'à la fin, on est tous des migrants. Il y a des droits qui sont liés au fait qu'on est des personnes. Numéro 1, c'est le droit de l'homme. Et deuxièmement, au fait que tu es un migrant travailleur, un migrant... bon, il y a aussi les réfugiés, ok? C'est un flux migratoire mixte comme nous et HCR, et mon collègue d'HCR est aussi ici avec nous, qui on aime toujours parler avec les journalistes et faire le comprendre qu'entre tous ces flux migratoires, il y a des personnes qui ont un statut spécifique, qui ont besoin d'une protection internationale, etc. Et dans cette mix des personnes, il y a toutes des histoires. Et les journalistes sont très importants parce que pour qu'on puisse comprendre l'histoire à derrière de chaque personne. Et donc, quand on commence à label, non, à mettre des gens dans des spécifiques boîtes, ça c'est quand les questions commencent à être plus politisées, commencent à être plus fragiles, parce que ça va donner des interprétations différentes, dépendant de la société d'accueil, dépendant des dynamiques politiques, etc. Et ça, c'est quand on commence à voir la migration être politisée d'une façon qu'à l'Europe, c'était vraiment politisé, continue à être, mais rien de pays est immune à ça. Et donc, c'est pourquoi c'est important le travail ensemble. Aujourd'hui, et quand j'ai dit, c'est le moment de passer de la parole à l'action.
La migration, ce n'est pas un phénomène nouveau. On tout le connaît. On le parle. L'OIM est là depuis 68 ans et on est là depuis que la migration existe. On est tout le produit de la migration. Donc, qu'est-ce que c'est de nouveau? Le nouveau, c'est que aujourd'hui, la migration n'est pas un sujet qui est seulement associé à un dialogue entre pays et l'autre, donc un dialogue qui implique les gestions de frontières, qui peut entrer, qui peut rester et qui veut sortir. Et ça, c'est important, hein, parce qu'on en parle. Un migrant, c'est un migrant, ok, irrégulier, c'est très bien. Oui, à un niveau, c'est très bien, au niveau des droits de l'homme. Mais si je suis un migrant irrégulier, oh là là, l'effet de ma situation à moi, c'est différent si je suis régulière. S'il y a des jeunes qui bougent de pays à pays sans un statut, sans avoir une connexion avec le système national par les pays qu'ils bougent et qui continuent à passer par nos yeux et qui continuent à être victimes de viols et d'exploitation par toute la route migratoire, c'est important aussi de comprendre comment c'est leur statut, comment ils sont considérés au niveau légal. Et après, il y a tout un équilibre qu'il faut faire entre la souveraineté d'État, parce que ça c'est la base aussi de la migration, et le droit des migrants, cependant leurs conditions nationales. Mais aujourd'hui, laisse-moi seulement dire ça, on est dans un bon moment. Même si on voit que la communauté internationale n'a pas géré aujourd'hui à gérer la traite, parce qu'on continue à avoir au niveau international plus et plus victimes de la traite, à gérer la question des enfants qui bougent sans une protection, que c'est le droit international, à le donner et à le pratiquer, et sont des sujets qu'aujourd'hui les pays considèrent et reconnaissent que c'est un sujet à partager. Il y a une coopération internationale à le faire. Et donc on doit attendre que cette adoption du Global Compact, que c'est un cadre des principes, ce n'est pas un document légal, Absolument. mais c'est magnifique qu'on est arrivé aujourd'hui. Et dans un moment que la migration est tellement chargée, la connotation au très positive, au trop négative, ça c'est notre inquiétude, bien sûr. Mais on espère que c'est le moment maintenant pour l'Afrique, l'Amérique latine, le monde, parce que ce n'est pas seulement une question entre l'Afrique et l'Europe. On est tous dans une communauté internationale. Donc la question aujourd'hui, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais pour le moment, pour tous les acteurs des Nations Unies, des acteurs qui sont ici avec nous, c'est « what about next ?» Okay? Le texte était fait, c'est adopté, comme M. le ministre a dit, c'est là déjà. Et donc maintenant, il faut qu'on bouge, c'est pour l'action. Je suis bien d'accord, mais en même temps, moi j'ai envie de poser, je vais la poser à Rafaela de manière très terre-à-terre. Mais qu'est-ce qui fait que le discours, que le traitement médiatique a évolué? Je vous dis, dans les médias, vous regardez, moi j'ai 1 heure tous les matins, en tout cas les médias audiovisuels, et c'est clandestin, c'est pas illégal, c'est clandestin, c'est violence, c'est migration, c'est les images de mort en Méditerranée, et ça, tu les as côtoyées, toi, Rafaela. C'est un discours populiste par des personnalités politiques et pas des moindres. Quand on voit un peu l'épopée du bateau en Méditerranée que nous avons tous vécu, Aquarius, et qu'on voit le Premier ministre hongrois dire, tout Premier ministre hongrois et responsable européen, ah ben non, il faut protéger la chrétienté de l'Europe, il faut protéger la race européenne et la chrétienté de l'Europe, de l'islam par exemple, mais tout ça, ça contribue à installer des discours. Comment, oui, comme les solutions et ce que le pacte est porteur de certaines de ces solutions. Mais déjà, essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment le ministre de l'Intérieur en Italie, par exemple, aujourd'hui est un homme entendu, auquel les Italiens sont relativement sensibles. Et il n'a pas peur d'affronter ses autres responsables européens. So the question is complex because it's something we saw for many years going on, but in the last years, of course, in the last 2-3 years, we really lost our way, I think, as a country. It's a very tough moment for us in Italy, referring to racism that comes also after these messages, for political messages, you have also racist attack on people. Black people have been attacked throughout all Italy, only because they're black.
in the last few months, even in Sicily, that is a region very welcoming compared to others, to other region, also because of the history of Sicily, no? Because they Sicilian people, so many people coming by boat, the conditions, and so traditionally are more open, but we had many racist attacks also because after these political messages, some people think they can do whatever they want. So we're really scared. The civil society of Italy were really scared because we also had the disappearing of the left party. So far it seems that everyone is for populism and for the Northern League, the xenophobic movement, right party movement of Matteo Salvini. So what's going on? Pourquoi on a le sentiment, voilà, que les Italiens sont envahis? C'est vrai ou pas? Yeah, on fait croire aux Italiens qu'ils sont envahis. Yes, it comes from many reasons. First thing is, I would try to say some points, okay? Italian people, they know what they know mainly from TV, from TV, yes, from the generalist TV, the mass media. There is a part of society that is not like that, but is a small part, of course. God. Yeah. So on media, as for Africa, is exactly as the Minister of Foreign Affairs said yesterday. The image that Italians have is that all Africa is on a boat coming to Italy. They know nothing about the rest of Africa. It's not shown. And even when we do some reportage in the African continent, it's always related to migration. So it's in Niger, to see about the traffickers in Niger, and that they stop the trafficking and so on. In Uganda, to see that this is a good way to deal with the refugees, but nothing else appears, even if Italy's got many interests in, also economical interest in this continent, but it's not there, actually. So we know nothing about the people we have just in front of us. This is the first reason. Second reason is that all migration has been shown only through the landing, massive landing of people from North Africa, from Libya, from Tunisia to south of Italy. And this is another problem because we have, for example, other communities like the Moroccan or the Romanian who are staying there. For example, people don't know that the main community of immigrants in Italy is from Romania. So they're Christian, for example, and white. And there are always also political reasons behind that. For example, when the Romania had to enter the European Union in 2006, 2007, we had a big wave of racism on media against the Romanian. They were told as the monsters, rapers, thieves. They were coming to destroy us. Now no one cares about the Romanian because after some years we saw only black African people coming by boat, and so now Moroccan the problem is Moroccan people too. Yeah. So we try to encourage a different way, okay, to show migration. What I really think, I agree with Larry, is now really important that they speak from themselves. For example, for me, what I do in my work is to try to give them voices. For example, I went to a school of Italian for migrants, but also for foreigners, students that comes from all the world in Palermo, to speak with the students who are learning Italian. And I went to the African refugees that were there to ask them, what do you think of the word migrant? Because for us, we succeeded in the last year to change it from clandestino, illegal migrant, to migrant. Migrant is a general term. It does not refer to a judicial condition of the person, but it's we thought until now it's fair. But when I went to these two guys, Suleiman told me, I understood so far that the migrant is only the one that came from Africa through Libya, through the Mediterranean Sea. All the other ones that I meet here, they're not migrant.
And another guy from Nigeria, Musa, he told me, for me, instead, it's fair to be told, they refer to me as a migrant, because I am a migrant until the moment I don't come back to my place, to my country. But the problem is that the migrant is thought as someone who is poor. He said he's meschino. The Yes. word that is common between Sicilian yes, and from Arabic. Is a meschino, is someone who has nothing, not only from an economical point of view, but also nothing in his brain, nothing in his Nothing heart. to offer. Nothing to offer, and this is the problem. And this guy is studying engineering actually now in Sicily, in Palermo. So I really think that one point is to show, to give them voice, to give them the microphone, to show them to make possible to see who they are, because so far even a word like migrant now doesn't mean in Italy anymore what it was intended to mean. It's got a negative meaning, even this word. On a beaucoup parlé de l'Europe, on a beaucoup parlé des Africains par rapport à l'Europe, où effectivement on a très souvent le sentiment, en regardant les médias européens, que l'Afrique envahit l'Europe. Et on ne sait pas, par exemple, et ça c'est les Nations Unies qui le disent, qu'à fin 2017, sur 258 millions de migrants dans le monde, la première communauté était asiatique, avec 107 millions de migrants, que la communauté issue du continent africain est bien plus que minoritaire. Là-dessus, on a quand même un problème auquel le pacte des migrations va faire face partiellement, résoudre partiellement. On y constatera d'ailleurs dans ce pacte l'importance des données, l'importance des informations, l'importance des statistiques. Là-dessus, je vais poser la question à M. Liezami, parce que les statistiques, les données, évidemment, sont importantes pour le travail de recherche et d'analyse du Conseil national des droits de l'homme marocain. Mais on se rend compte, Anna, peut-être que vous pourrez compléter, que c'est capital de savoir exactement ce dont on parle. On va venir dire dans un média, il y a les mineurs qui viennent en Europe envahir l'Europe, sont des centaines de milliers, alors que ce sont que quelques milliers, et qu'il suffit de checker aux frontières, enfin, pas de checker aux frontières, mais de quantifier auprès de certaines associations pour se rendre compte qu'elles ont les chiffres, mais que les États n'ont pas ces mêmes chiffres-là. Quelle est cette importance, Driss Liezami? Merci. Si tu permets, Samira, pour une minute, je vais changer de casquette et reprendre ma casquette d'ancien journaliste, puisque je suis dans un cénacle de journalistes. Bien sûr. Et participer un peu à un débat, vraiment comme quelqu'un qui est intéressé par le lien entre migration, mobilité humaine et presse et pratiques professionnelles. Bon, première idée, c'est qu'il y a d'évidence une politisation, un processus de politisation et d'instrumentalisation politicienne de la question migratoire dans les pays européens. Mais j'aimerais simplement dire qu'il y a eu aussi de la politisation de la question migratoire dans notre continent aussi. On doit se rappeler, on ne doit pas oublier qu'à certains moments, sur notre continent, il y a eu des vagues de xénophobie, il y a eu des expulsions massives de non-nationaux en violation des droits. Il y a eu aussi, dans certains pays, cette discussion sur qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui est national. On se rappelle, à la veille de certaines élections, où on a suscité... Donc la question de la politisation et de l'instrumentalisation de la question migratoire est très forte en Europe, dans le Nord. Mais elle est aussi en Afrique. Mais elle est aussi en Afrique. Deuxièmement, le niveau de politisation, d'instrumentalisation politique de la question migratoire en Europe est inégal. Et ça devrait nous faire réfléchir. Par exemple, dans des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce, les médias sont épargnés et les acteurs politiques sont épargnés par cela. Et donc, on doit réfléchir pourquoi, etc. 3. En Europe, on a développé depuis longtemps, dans plusieurs pays, j'ai pu y participer dans une autre vie, des codes d'éthique.
C'est-à-dire les associations de journalistes, la Fédération internationale des journalistes, des syndicats, des rédactions ont développé des codes d'éthique, des chaînes de télévision ont développé des codes d'éthique pour traiter de la question migratoire. Mais ça n'a pas suffi. Mais en tout état de cause, ça peut être utile. Donc, comme Africains, à mon avis, on doit réfléchir sur des codes d'éthique pour traiter de la question migratoire. Si nous disons que 4 migrants sur 5 en Afrique restent en Afrique, eh bien, il faut que, pour un des moyens, ce n'est pas le seul, pour qu'on joue notre rôle, c'est qu'il y ait des codes d'éthique au niveau national, au niveau peut-être continental. Pourquoi pas? Et panafricaine pourrait être, de ce point de vue, avec l'Union africaine, oui, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples jouait un rôle moteur. Mais de manière générale, si vous voulez, quels pourraient être les principes pour traiter la question migratoire de la manière la plus proche? C'est à mon avis avoir une perspective droit, à ne jamais oublier, Anna l'a dit, on a tous dit d'une manière ou d'une autre, tous les migrants, quel que soit leur statut, sont des êtres humains titulaires de droits et ont droit à des droits fondamentaux dans toutes les situations. Et ce n'est pas à l'État, quel qu'il soit, de définir ces droits, ils sont déjà définis. Ils sont définis, et je fais une petite incise là, ils sont définis par une convention qui s'appelle la Convention des droits des travailleurs migrants et de leurs familles, qui n'a été signée à ce jour et ratifiée à ce jour que par les pays africains et d'Amérique latine. Aucun pays du Nord, à ce jour, n'a ratifié cette Convention des droits des travailleurs migrants et de leurs familles, et on l'a mise de côté. Je me félicite de l'adoption du pacte global, mais je ne suis pas d'accord avec le fait que le pacte global ait écarté et mis de côté la Convention sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Il y a référence aux droits des migrants dans le pacte, mais on a mis la Convention de côté. C'était, bon, je comprends, c'est les relations internationales. Si on voulait que les pays du Nord signent ce pacte, il fallait... Bon, mais il faut, à mon avis, il faut le rappeler tout le temps. Et aller de l'avant, bien évidemment, et utiliser le pacte, mais il faut se dire, il y a cette convention qui fait partie du droit international des droits de l'homme. Elle existe là, elle est là quelque part, donc il faut... Donc, une approche droit. 2, ce qui est monstrueux avec le traitement de la question migratoire, parfois par certains journalistes et certains organes, c'est la massification. C'est les migrants. Or, chaque migrant est un individu avec une histoire, ça a été dit, avec une subjectivité, avec un itinéraire, avec des amours, avec des souvenirs, des traumatismes. C'est un être humain unique. Et donc, à mon avis, le rôle des journalistes, c'est celui de rendre compte de cette unicité. C'est un cas unique. Il est irréductible à aucun autre migrant. Chaque migrant est un être humain à part. Et la modernité et les droits de l'homme, c'est aussi ça. C'est considérer la personne dans sa singularité. Et troisième chose, à mon avis nécessaire pour les journalistes, c'est le lien avec la recherche académique. Si on veut déconstruire le discours des politiques, il faut s'approcher de ceux qui travaillent sur la science. Et la science, la recherche sur la migration, ce n'est pas simplement des chiffres. Les chiffres sont importants, mais je finirai là-dessus. Les statisticiens, c'est difficilement traduisible en anglais, mais les francophones comprendront peut-être. Les statisticiens français, ils ont un journal qui s'appelle Pénombre. C'est un jeu de mots en français parce que ça veut dire c'est le nombre, mais c'est aussi l'obscurité. Les chiffres, donc les chiffres sont importants, mais il faut de l'ethnographie, de l'histoire, pour éclairer la réalité migratoire. Il faut de la littérature. Les romans, par exemple, il y a plein de romans américains sur les migrations. Ils sont magnifiques pour connaître l'histoire des Américains et l'histoire de l'Amérique. On comprend bien que chaque histoire est différente, que cette massification, voilà, les migrants, notamment dans les médias qu'on va qualifier les médias du Nord, lutter contre Sladris et ses amis, c'est commencer par raconter des histoires, l'histoire de chaque migrant. Là-dessus, Patrick Cotim, tout le travail que vous réalisez par rapport à votre projet vidéo, celui de raconter ces histoires, cette proximité avec ces migrants et la manière dont vous racontez ces histoires, ça porte ses fruits. Parlez-nous de cette expérience, que nous puissions en profiter, nous, journalistes. Yeah, just before I get to that, I need us to be clear on this. Migration has two triggers.
it's either a push factor or it's a pull factor. And I think we need a role to play there, because the people we deal with are those that have been pushed. They have been pushed out of their country, and so they are forced migrants. And that's what I basically work with. Now, we need to find what are the causes of those push factors before we can start dealing with them. Most of them, you'll realize they are political, right? Yes. And then you find that we do not have structures where we come from. And so the young people move, they migrate to look for those better opportunities. And it is very clear, if our governments do not create a conducive atmosphere for the people, then people in Africa will continue to move. And that is why I think the AU has a big role to play, because they make policies that only suit governments or government heads. But what about the citizen? And to me, I'll give you a very clear example. In my infantry, I grew up in Tanzania. Wadada zangu habari zenu? Good. Tanzania. I was born in Tanzania, I grew up there. And after 5 years, I came back finally to Uganda. And that was the time when Amin was overthrown. And so I had a ball of 5 years. I enjoyed my time. But before I continued enjoying, another government came and overthrew. And for 20 years, I was in an encampment. And the difference between camps and settlements is that in camps, you are restricted. It's even worse than settlements. So for 20 years, we had to be in an encampment. I come from northern Uganda. But what I'm saying is that I could not tolerate it, and I was forced to move to another region. Now I'm back, I'm working with refugees. And I think that explains why I do the work I do. Yes. And so I was to ask you. yeah, and that's where the passion comes. If you have not experienced some of these things, you can never advocate for them. And so I know how each and every individual has his own story. And his own story is powerful. But how many of us tell our stories? As Africans, you know, there are lots of things that we don't share. We don't share because of the way we've been brought up. And it's time for us to start talking about those stories. And I think for the journalists who are in the house, let us be very objective in the stories that we tell. The problem with us is about who controls knowledge and knowledge production. Who controls it? Who allows us to report the kind of stories that we do? And if you're not professional enough, you will be a propagandist. You will tell stories of other people which are distorted. And that's why I prefer to tell my story from where I am. I am not in the mainstream media. I am not in the traditional media. I'm one of those who is taking advantage of the new media, using the internet and the little gadgets that we have around. And so it is what I'm trying to do to inspire fellow youth. The youth, I'm no longer a youth. I inspire the young people so that they're able to tell those stories, even when systems try to curtail them. They're able to send out through the current media that is available, that is social media, Facebook and all that. And so these young people are actually very creative, they're aggressive, they desire, they look for something. And so if you bring a gadget in front of them, they will want to learn and want to use it. And these gadgets are not available where we come from. They're very expensive if they're there. And that is why when a migrant leaves Uganda and goes to Europe, the first thing he communicates to you is that, I've got so many cheap gadgets here, now I can do what I wanted to do. And he strives to do that. And so our governments must have to create the spaces. They have to make a conducive atmosphere for us. And so that's what I try to do. I train them in video advocacy because one,
they will be able to earn a living. Because with those skills, they can get a job where they can get paid so that they are not self-reliant. Because that's what our government actually emphasizes on self-reliance. It's a strategy that we try to empower the refugees so that they can take care of themselves for the time that they're with us. So one of them is that I train video advocacy. And so by training video advocacy, they're able to speak for themselves. But also we are going to use the same stories that they tell us to go back to their very communities and have facilitated film screening, whereby we cannot penetrate. And because they tell their own stories and use it within their own community, they are able to have a discussion just like we're having here. And so I think it's important that we get down and tell stories of those that don't attend conferences like this one or summits like this one. We need to start having mini conferences of the simple citizens of Africa. And so if Africa is supposed to move beyond what we're planning here, we need to start engaging the smaller people, those that are in the grassroots. And once that is done, we can then go to the AU through our governments and tell them what we want to do. I think that is my response to that. Thank you very much. Thank you, Patrick. So we deconstruct stereotypes, professionalism, ethics, and you say, answer to the question, who controls the knowledge? Isn't it, Larry? Who controls the knowledge? The individual controls his own knowledge. If you allow the state or others to control what you insert, what you digest into your system, then it's a big problem. Let me reverse back. On the issue of invasion, I live in Europe, so I listen to what Salvini says every time, and other European leaders, like Viktor Orban in Hungary. On the issue of invasion, it's very clear who is invading who. They are the ones who have a military base on the continent of Africa. What is 200 Italian soldiers doing in Niger, for instance? They've been there for almost 2 years. What are they doing there? So they are the ones who are the architects. Raffaella, Italia today is in the first position. They are the ones who are the architects of invading other people's country. They are the ones who invade our economy that makes us very poor. Most of the mineral resources that they use in the West to develop the West comes from Africa. And we are the poorest. Of course. So definitely something is wrong somewhere. And when the whole thing went wrong, it's at the leadership level, from Africa down to Europe. We need to now talk to our leaders in Africa at the African Union level. How are we going to do that? Let's talk to them. Maybe they are listening to us. How are we going to do that? Women also have a very important role, okay? I was having a chat with someone. I said, you gave birth to us. You nurtured us. You sent us to school. The father was just all over the place making money or trying to sustain the family. At the end of the day, when we grow up, you leave us alone and we become monsters. We become dictators. And you don't draw us back. And we create wrong laws that affect all of us. And the people that these laws or these actions that we take affect are women and children. They are at the forefront of the migration, refugees. They are the ones you see on the screen. So we need to go back and rethink how we challenge what is happening in present day. We need to talk about it. Conferences alone cannot do it. We talk to the leaders and we go to the grassroots. Talk to ourselves also. Okay? Now, on the issue of who controls, what was it again? What we digest as a people. Knowledge production. The Westerners have always diluted and polluted that they control knowledge. But that's not true. We have had, if you go back into the history, and this is the problem of present day, they don't teach history anymore, in schools in Africa. True. And that's a big problem. Europe has got 50 years or 60 years of peace. Every year they have programs around the Second World War, how they got it wrong, okay? Africa, we don't do that anymore because we take a policy from the West on how to educate our people. We take health policy from the West. We take education from the West.
So what do we have left? So we need to go back and start learning about our leaders. In 1957, a couple of students in London sat down and came up with an idea to kick out colonization out of Africa. Years later, we had the Organization of African Unity. Here in Morocco, I think so, if I'm not wrong. And those leaders had vision, but the only vision they had was to decolonize Africa. How to manage Africa, they didn't have it. That's why it all went wrong within that middle spot. But now that we are what will I say, the fruits of how they got the policies wrong, we need to wake up now and go on the right path. And how do we do that? First of all, we have to re-educate and reorientate ourselves of what we want on the continent of Africa. Then we agitate it towards the leadership. Then they know, because young people are growing up now, they don't know nothing. All they see is glossy magazines of how Europe is very beautiful and how they can make Benjamins and millions of euros. That's all they see, and dance and sing. So we need to start re-educating the youth in Africa of the priorities. Those priorities are fundamental principles that they are, first of all, human beings. They have the rights to move from A to B. Okay? That's very clear. Trade also moves. If we want to have trade between Nigeria, the western part of Africa, with the northern part of Africa, it should also be open. It should be fair. Not to create trade policies in Europe that doesn't work for us and we become poorer. And when we want to migrate to these ports, they call us clandestinos or migrants or terrorists or whatever. They are the ones who invade my land. Every year they're still there. So we need to rethink this narrative, please. And knowledge belongs to me. Nobody can teach me about, and I will acquire knowledge by myself with the tools that are available. So those tools are there. We should just acquire it and learn from also the elders also. It's very important. Et la presse a un rôle à jouer là-dessus, mesdames. C'est passionnant. Moi, chacun de nos invités est passionnant. Mais nous allons devoir passer aux questions et c'est une autre partie et une autre manière de mieux les connaître. Larry McCauley, Dries Yazami et Patrick Otim, Raffaella Constantini et Anna qui est avec nous, elle aussi. Des questions? On va passer à cette partie et je vais demander, j'en rêve depuis tellement d'années, Wadia, vous me rejoignez? Pas aussi longtemps que moi. Hein? Avec plaisir, Madame Sitaï. Vous me rejoignez? Une première question, peut-être? Toutes les langues sont autorisées, les 3 langues du forum, l'anglais, le français. Alors, pour les questions, vous vous levez, vous vous présentez, évidemment, si c'est un média, le média qui est le vôtre, et vous orientez la question vers l'un de nos invités. Voilà, il y a des hôtesses dans la salle qui ont les micros. Un premier micros. micro a été distribué là. Alors, Madame. je crois que la première personne qui a levé la main est là-bas. Voilà, levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Un micro, mesdames, s'il vous plaît. Il y a une des intervenantes, Madame Sitaï, qui a un micro. Alors, je crois que la première personne était là-bas. Maintenant, il y a un micro qui est là. OK. Allez-y, Okay. on vous écoute. Yes. Okay. Great. Hi, I'm Meron Stefanos. I'm originally from Eritrea, but based in Europe. After listening to the conversation, I'm kind of a bit disappointed and shocked that nobody has raised, first of all, what's going on within Africa. I mean, like, we cannot just, I'm not here to discuss about what happens in Europe or how we are being perceived by Europeans. We shouldn't be the focus. We are here to discuss African migration. I think it would be important to raise the issue of the treatment of African refugees within Africa. How many of you have seen Africans being sold in Libya as slaves? My people are being sold in Egypt as slaves. People are getting kidnapped just so that they can be sold within Africa. And it's very important to raise the issue of racism among Africans, which the gentleman has raised it, what happened in South Africa, the xenophobic attack, but it's more, it happens in the northern part of, here in Morocco, go to Tunisia, go to Libya, go to Egypt, we see all kinds of racism towards sub-Saharan Africans, their treatment. So that's why we Africans go further to Europe, because migrating, just because we have the largest refugee camps in Africa, it doesn't make it that these refugees have it good. How are they being treated? And this should come to the focus. So this is one of the issues that Africans are fleeing into Europe. And it's not really a question, but it's just a comment that I would have loved to talk
about the issue, especially in Libya right now, what's going on about the slavery of African refugees. Thank you. Merci, merci beaucoup. Larry va vous répondre, mais moi je voudrais quand même faire une remarque. Il y a les ateliers cet après-midi et chacun des ateliers, avec sa thématique, avec son orientation, est destiné à aller dans ce sens-là. Le débat qui nous réunit aujourd'hui avec nos invités, il est également important pour nous de nous enrichir de la manière dont on nous perçoit, mais quand on l'a titré d'une rive à l'autre, on est d'une rive à l'autre le nord, le sud, on est d'une rive à l'autre le Maroc et le Nigeria, la Tunisie et l'Égypte, etc., etc. Et toutes ces expériences que nous avons entendues aujourd'hui, il me semble qu'elles vont dans ce sens-là et que nous allons creuser dans les ateliers demain. Larry. Now, you didn't listen very well, but you wanted me to go into details. I mean, talking on the issue of, we have problems in Africa. And these problems are, the architects of these problems are manufactured in the West with Western policies. Listen very clear for the issue of slavery. Slavery is everywhere, okay? And it's a very ugly phenomenon. Within our societies, there are slavery. Some people have house helps, you know? That's slavery also. There's slavery in labor market. So I said the problem of Africa is deep-rooted in policies in the West. Okay. Libya was not like that before. They never used to sell people in Libya before. I lived in Libya for a very long time, so don't shake your head. I lived in Libya, I worked in Libya, so I know what it is. They never used to sell anybody during the reign of Gaddafi. Forget it. Okay? Tawariga was not invaded during the 40 years of Gaddafi. This came as a result of breakdown of law and order, no institution. And if you look at the trends of slavery, it has always been there. We've been talking about it in our new media. The mainstream media did not just pick up on it until CNN did that. I've been talking about it before CNN picked it. Okay? Now that CNN has picked it, what are the policies that have been put in place to checkmate it? Has there been anything? No. So I don't appreciate you criticizing us that we didn't talk on the issue of Libya. The issue of Libya should be addressed at the African Union level. I spoke on Al Jazeera in December about it. Okay? So the issue of slavery in Africa is not peculiar to Libya. It's in every society. It's in every region. So if you say we should look within ourselves, you are right. We should look between ourselves, how we deal with ourselves. Brice Yazami. J'aimerais simplement indiquer une piste d'action au niveau de l'Afrique. C'est qu'en ce moment même, pendant que nous discutons ici, à Banjul, en Gambie, il y a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui tient sa réunion. Il y a une rapporteure spéciale sur les droits des réfugiés et des migrants au sein du système des droits de l'homme de l'Union africaine. Je pense qu'une des pistes d'action, c'est qu'avec vous, les panafricaines, et avec d'autres acteurs, en tout cas c'est un des sujets sur lesquels nous travaillons comme institution nationale des droits de l'homme africaine, c'est de travailler avec la Commission africaine des droits de l'homme pour que la question de la gouvernance de la migration et des droits des réfugiés sur notre continent, quelles que soient les causes profondes, devienne aussi une question centrale. Elle l'est déjà, mais on peut agir ensemble à ce niveau. Très bien. Mademoiselle qui était là-bas et qui s'était levée, si vous permettez. Voilà. Si on peut donner le micro à la dame, s'il vous plaît. C'était d'ailleurs la première à demander la parole. Merci beaucoup. On vous entend, allez-y. Merci beaucoup. Je suis Afifette Dessouli du journal La Nouvelle Tribune et j'aimerais juste faire un constat question. Est-ce qu'on peut parler du caractère humanitaire de l'immigration sans vraiment porter les responsabilités des causes économiques de ce phénomène? Et je suis... Une question pour Madame Anna Fonseca, je pense. Comme vous voulez. Peut-être. D'accord, merci. Merci à Afifa. Anna? La dimension économique dans les conséquences humanitaires du phénomène de migration. Finalement, est-ce qu'on est contraint uniquement de migrer pour des considérations d'ordre économique? Ou est-ce que c'est l'un des premiers critères peut-être? Oui,
Je pense que cet aspect, c'est très important et c'est un peu lié, je voudrais aussi commenter sur les questions des données et des chiffres. C'est clair que la migration, ce n'est pas seulement les chiffres. Et en fait, les questions de données, et je dis toujours, les journalistes, ils peuvent être nous mieux amis, mais ils peuvent aussi être très dangereux parce que ça dépend de comment tu communiques les chiffres. Et les chiffres ne nous donnent pas les perspectives. Pourquoi les gens ont quitté leur quartier, pourquoi les gens ont décidé de partir dans un schéma risqué, qui peut être victime de beaucoup d'exploitation, etc., en route s'ils ne sont pas avec un statut régulier. C'est pourquoi j'ai mentionné il y a un peu de différence vis-à-vis les êtres humains, de comment ils voyagent et quels sont les risques. Et c'est vrai aussi que cette question entre humanitaire et économique, c'est important aussi parce qu'on parle beaucoup sur la vulnérabilité. C'est important, il faut reconnaître. Et bien sûr, dans les moments aujourd'hui, on a parlé de la Libye, l'esclavage aussi, ça était avant. Donc aujourd'hui, il est plus médiatisé et il y a beaucoup à discuter sur ça. Mais à part de tout, c'est la résilience. C'est la résilience et c'est l'expérience que chaque personne passe ou qui a acquis avant le processus migratoire, ou pendant le processus migratoire, ou après le retour éventuellement chez eux, qu'il faut maximiser et qu'il faut parler. Et souvent, on ne voit pas ça dans le travail journaliste. On voit seulement une réponse immédiate, une focus immédiate, ou à la tragédie, ou une action spécifique par un acteur vers un autre, mais on ne voit pas la full picture. Et ça, c'est important. Désolée, je ne sais pas si j'ai vraiment adressé spécifiquement cette question. J'espère que j'ai répondu aussi à votre question. Merci Anna. Il y avait voilà, la personne qui est là, si elle peut se lever en rouge, voilà, qui a posé la question. Si j'essaye de rétablir un ordre par rapport aux mains levées tout à l'heure. Mademoiselle. Bonjour, je suis Michaela Siblin, donc je viens de l'île Maurice. Nous comprenons tous qu'il faut absolument parler à nos dirigeants. Nous avons bien compris qu'il faut les interpeller. Mais en même temps, on réalise évidemment qu'ils pratiquent une politique populiste, qui marche très bien d'ailleurs. Et on réalise à côté de ça qu'il y a une vraie réticence de la société civile. Est-ce que vous ne pensez pas que le débat n'est pas... Enfin, la question n'est pas aussi d'interpeller, mais de manière encore plus forte, la société civile, parce que sans cette société civile, sans cet engagement, les politiques semblent être très fortes. Et d'ailleurs, nous le voyons dans plusieurs pays. On n'a qu'à écouter Raffaella pour voir en Italie ce qui s'est passé, etc. Donc, est-ce que notre engagement n'est pas aussi d'interpeller de manière bien plus forte cette société civile? Merci. Alors peut-être Patrick, pour répondre à cette question, interpeller la société civile, et ensuite Driss Eliazami. Sorry, can you come again? She said, we have to talk with the politics, decision makers, but also with the civil society. What can we expect from civil society? Regarding? What kind of engagement we can expect from civil society, not only from politics, but also civil society? Yes, in terms of civil society, we've played our role. Like I said, we've been training duty bearers, but also we try to influence policies. And that's why I'm saying through video advocacy, it's not only that we train on refugees, but then we go to the ground and document some of the atrocities that have happened. We document some of the injuries that refugees come with. And to do that, we've actually been rehabilitating some of these refugees as well. I'm speaking of forced migrants, of course, and I'm sure we can creatively or innovatively also apply to other migrants other countries that are hosting migrants. So we try to educate them and train them on the laws of the land and how to deal with refugees and in terms of violations of their rights.
because my organization, Refugee Law Project, operates within 5 programs, and one of which is access to justice. And so we represent refugees, especially for cases that probably have rejections from asylum. We appeal on their behalf. But also, there are these relationships that they have with the host community, right? They always, their tensions. Of course, it's not that everybody accepts government policy of giving land, but then we mediate those kind of policies, and we educate them on the benefits. And so we continue to engage at different levels. And so we have lawyers within our organizations that are foot soldiers. They go into courts, they go engage the judiciary. Don't think all judiciaries actually know everything. The judges don't know everything. And so our lawyers train those people on human rights law. And that is one thing that the civil society does. But also, we have mental health and psychosocial well-being. Like I said, you just cannot provide a refugee with the basics without curing his mental health. It just doesn't work. If I give you $50,000 and you're sick physically and mentally, that money is as good as pouring it in the ocean. Yeah, and so we also have, we have TJ, transitional justice, governance, and there are whole lots of things that civil society does after understanding the situations of refugees. And so if I'm to continue talking of all that we do, I might take the whole day. Yes. Thank you. Driss Eliazami. Simplement, sur la société civile, une petite remarque, c'est l'importance à nos yeux ici, et je crois au niveau du tout continent, des associations d'immigrants eux-mêmes. Et je crois que c'est un élément essentiel. En tout cas, ici, dans notre expérience, il y a eu, vous savez, durant les opérations de régularisation, l'administration prenait des décisions, mais il y avait une commission de recours que j'avais l'honneur de présider, qui discutait des dossiers rejetés par l'administration. Et dans cette commission, nous avions tenu à ce qu'il y ait des ministres, mais il y avait aussi des associations de migrants. Et à mon avis, une des plus belles expériences que j'ai vécues en 2014 et en 2015, 16 et 2017, c'était ces réunions de cette commission de recours. On avait à certains moments des migrants non régularisés encore qui discutaient avec des ministres. Et je crois que pour ces ministres, ministre de la Santé, ministre des Migrants, ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur, ça a été, je pense, des moments importants. Mais symboliquement, c'était fondamental. Et après, on a travaillé pour que les associations de migrants soient reconnues par le ministère de l'Intérieur. Et il y a aujourd'hui une plateforme qui réunit l'ensemble des associations de migrants au Maroc, pratiquement tous, et avec laquelle, par exemple, j'étais en réunion avant-hier, parce que ce qu'on appelle l'intégration dans le langage un peu courant, ce n'est pas simplement une politique publique qui doit être conforme au droit. C'est aussi un rôle actif des étrangers eux-mêmes dans toutes les sociétés, et l'histoire de l'immigration le démontre de manière incroyable. Et on doit être acteur et à part égale, c'est-à-dire reconnu par la société civile du pays d'accueil. On voit effectivement à quel point la société civile peut jouer ce rôle d'interface avec les autorités dans cette perspective d'intégration, comme vous le disiez, ou de régularisation. Autre question dans la salle ici. Alors, on va dire peut-être juste annoncer, et on va peut-être en être désolé, mais qu'on prend encore 3 questions. Encore 3 questions, très bien. Hein? Et il me semble qu'il y avait... from Gambia, are you sure you were the next one? Are you sure you're the next? Okay, let's with Gambia. Une anglophone, s'il te plaît. La Gambie. Notre ami de Gambie. Thank you very much, and I want to thank the panelists for coming up with If you could stand up, please. Thank you very much. Okay. Thank you very much, and I want to thank the panelists for coming up with such solutions or problems concerning Africa. And I just don't want to be out of the topic. I just want to ask a few questions as a journalist, because I know there are a lot of issues when it comes to the images we portray about immigrants or migrants in Africa. And some of you have already mentioned, because I know most of the African journalists are reporters or correspondents for international media.
And most of this international media will tell you what exactly they need from the African continent. So I want to know how can we change those narratives. Are we actually looking for the euros and dollars from those international organizations, or are we going to report on the realities on ground? Because most of these international organizations like BBC, the CNN, the France 24, and even Al Jazeera, they portray images of Africa. When it comes to poverty, it's Africa. When it comes to hunger, it's Africa. And most of these stories given to those international organizations are from correspondents in the African continent. So I want to ask, how can we change those narratives? Are we going to still look for the dollars and the euros from those international organizations, or are we going to report the realities on ground? Thank you. Yeah, the question of the point of view and who is talking about migration. Larry has something to say. Larry Macaulay. Well, portrayal of Africans as destitute or whatever. You all look good. You all look elegant, educated. Really? Yeah. Thank you. And we should applaud that, and we should sell that to the West so that they can change their perception. That's what I said in my first opening remarks. I see this not just in mainstream media. I see it also with NGOs, the Oxfam, all of them. I'm sorry to mention names now. When you see their posters in a train station in a Western country like Germany, France, you see a campaign to raise funds for an issue in Africa. They will not go and bring a child that looks okay. They'll bring a child with the flies in his hair, eyes, looking very ugly. And when they want to portray a Syrian child or so, they show a Syrian child with a teddy bear. So you see, it's a mind thing. I think there's a concerted effort to make us look bad. So we are responsible to change that narrative. We must be the one to change that. We must be the ones to sell. We must be the ones to be our own ambassadors in the West. The only thing they see is that a politician once said the blacks are good at football and running. What about Moroccan? Do you have any stereotype about Moroccan people? Listen. Yeah, you told me yesterday you have one. Me? Yes, you did. Listen, this is the way it works. The Europeans will look down on the Arabs will look down on the Africans. That's the way it has been. It's all there. Everywhere, in the Maghreb. I lived in Libya, I lived in Tunisia, I lived in Egypt. It's there. It's not all perfect. But we can change that. If you have a government in place that has a policy that says everybody is equal before the law, then we must use the law to fight against racism or tribalism or whatever. Thank you. It's always there. Thank you, Larry. Next question. We have my friend here. Oh, no, I don't say you are my friend. They are going to say, it's because you're my friend. Okay, Yeah, stand up, question. please. We are going Ici, to juste ici. give you a mic. Mademoiselle, ici. Stand up. Deuxième rang, s'il vous plaît. Merci. Bah, écoute, Wadia, alors soit tu fais le truc, soit... Non, c'est parce ce que là, une, and then the last question over there. Yes, you. Bonjour à tous, je suis Constance, je viens de la République centrafricaine. Je partage l'avis d'un des panélistes qui disait tout à l'heure qu'il faudrait aborder la question de la migration sous l'angle de la recherche. Et moi, je dirais qu'il faudrait aussi l'aborder sous l'angle des prévisions. Et c'est là où moi, je ferais le lien entre la migration et les changements climatiques. Quand on sait aujourd'hui que les changements climatiques vont accélérer la sécheresse et les phénomènes de désertification dans beaucoup de pays au sud du Sahel, alors moi, je me pose la question en matière de prévision, est-ce qu'au niveau de l'OIM, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour anticiper la gouvernance de ces mouvements de population? Une question pour toi, Anna. Anna Fonseca. Oui, certainement. Le changement climatique, c'est un exemple. Pourquoi, bien sûr, il faut passer de la parole à l'action? Parce qu'encore une fois, c'est une thématique depuis longtemps qu'on parle. Et depuis longtemps que les pays bien connaissent l'effet de désertification et changement climatique vis-à-vis de la mobilité. Et à la fin, laisse-moi vous dire une chose.
pour moi, franchement, ce n'est pas une question de East, West, North or South. It's about projection, it's about mobility and how we deal with it in a safe, orderly, and dignified manner. Okay, we need to move on with this. Now we have a moment where migration has been included for the first time on the Paris Treaty as an issue in terms of the changing climate change. So there was a step taken by policymakers, and that we should motivate. But we cannot stop there. We need now to ask policymakers at local level, at national level, at regional level, at international level, what has been achieved to, number one, prevent further sufferance by people who are moving because they have no choice, by preventing further exploitation by criminal networks that are taking the space that we are leaving open because we cannot answer in a concerted way. And so I don't want to be negative. I just want to bring in the key issues, mobility. The key issue is how we're going to address the new recurrent demands of private sector, vocational training. Are the youth connecting to their neighborhoods? Are the youth having initiatives that can allow them to develop their employability, etc. So it's much more than just migration. It's just a simple thing. It's accepting mobility. We all move. You moved here. You didn't even think about it. You had your passport. You've done your check-in on the internet, checking your emails. And yet, there's a very small proportion between these millions of migrants who move that are moving irregularly. So is it difficult to manage? It is, because to manage it well, we need an effort to well understand the issue. So yes, go to the ground, understand what's happening on the ground, leave it other potential global messaging, institutional, Oxfam, Save the Children. They do a great job. They do a great job. They're on the ground. They're helping kids. Now, what we all need to do is really to get organized and start doing initiatives that complement, that synergize, and that show results. So result-oriented approach, I hope, that will be for probably my children to sort it out, because really, there is a point that, you know, in 20 years after starting my career in IOM, I've seen all sorts of contexts, and yet it's not new. We all talked about migration after a long time, but I really appreciate the efforts of Morocco. I agree, it's a country of accueil, a country that is origin, transit, and now destination. And it's a country of dialogue, and this is what we are doing here. And I hope Marrakech will continue that tradition in Morocco. So merci Anna, merci beaucoup. La dernière question. Malheureusement, je suis tellement désolée, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Je suis un peu dans un dilemme. Regardez, si jamais on doit tout faire, on est là jusqu'à 14h30 et il n'y aura pas d'atelier. S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Marie-Belle, il ne faut pas m'en vouloir. Mais c'est vrai que Marie-Belle, ce sera la seule à poser une question en espagnol. Alors, notre consoeur là-bas, et on termine avec Marie-Belle. OK? Merci, mademoiselle. شيرين عبد الخالق announcer in the Egyptian radio. اسمحوا لي أتكلم عربي. مرحبا. لي بس تعليق صغير على كلام حضرتك. حضرتك قلت إنه في مصر في يعني تفرقة في التعامل مع الأفارقة، فأنا لي تحفظ كبير على ده. حضرتك من أوغندا وتعلم إن أكبر شارع موجود في أوغندا بيحمل اسم الزعيم جمال عبد الناصر. أكبر محطة كهرباء في أوغندا بتحمل اسم الزعيم جمال عبد الناصر. في معهد ضخم لتدريب الأفارقة في مصر وتحديدا في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري. وأنا التقيت أحد العاملين في قناة 2M المغربية بالأمس وقال إنه قضى شهر جميل جدا في مصر. أشهر شوارع مصر شارع السودان في المهندسين، شارع مصر والسودان في وسط البلد، فأنا متحفظة بس على الجزئية دي. في جزئية بس كنت عايزة أطرحها، هي الجانب الإنساني.
في تجربة رائدة في مصر خاصة بالمهاجرين وخصوصا غير الشرعيين. مصر بلد ممر، فبتتلقى عدد ضخم جدا من المهاجرين من الأماكن الساخنة زي سوريا. مصر لوحدها فيها 5 مليون سوري لاجئين في مصر، لكن مصر أعتقد برضو السياسة في المغرب متقاربة، ما عندهاش مخيمات للاجئين أو معاملة خاصة، لا خالص، بيندمجوا في المجتمعات، بيدخلوا مدارس المصريين، بيتعالجوا في مستشفيات المصريين. الأكتر من كده بقى بيبقى لهم بيزنس كبير جدا في مصر، متمثل في محلات تجارية ومطاعم وخلافه. فأنا بس عايزة أتفق مع زميلتي اللي كانت تحدثت عن الصورة النمطية لينا إحنا، وأتمنى إنه يبقى فيه توصية في نهاية البان أفريكانز في دورته الثانية، إنه يبقى فيه ميثاق شرف إعلامي أفريقي لتوجيه صورة صحيحة عن سواء الهجرة غير الشرعية من أو إلى بعض الدول الأفريقية، من أجل تحسين الصورة، وخصوصا أن السوق الإعلامي بيسيطر عليه طبعا رأس المال زي ما كل حضراتكم عارفين. اسمحوا لي أحييكم جميعا على الافتتاح المبهر، وبعتذر لو حضرتك يعني زعلت من كلامي، بس أنا كنت لازم أدافع عن موقف مصر، خصوصا أن يعني مصر تحديدا لها مكانة خاصة في الدول الأفريقية. شكرا لحضراتكم. Brice, vous avez un commentaire? Peut-être. Non, mais simplement, vraiment, parce qu'on a très peu de temps, mais pour cette session, tous nos pays sont confrontés à la question de l'accueil de l'autre. C'est une question complexe dans toutes les sociétés, dans les sociétés du Nord et dans les sociétés du Sud. Accueillir l'autre, parfois de l'autre village, ça peut susciter des difficultés. Problème de traduction, s'il vous plaît. Je m'excuse, monsieur Liezami. Si on peut nous régler le problème de traduction dans les casques. Oui, monsieur Liezami. Merci. Ce que je veux dire, tous nos pays, maintenant en Afrique, sur notre continent, sont confrontés à la question migratoire. Nous sommes tous des pays de destination. C'est définitif. Il y aura, à mon avis, une accélération de ces mobilités humaines sur notre continent. Donc nous devons tous, au niveau politique, au niveau des institutions nationales, de la Commission africaine, de l'Union africaine, des communautés économiques régionales, adresser cette question et élaborer des politiques conformes aux droits. Et cela demande pour nos sociétés, toutes, en Afrique, je parle de l'Afrique, je ne parle pas de l'Europe, ce que j'appelle moi une révolution copernicienne. Nous devons changer à tous les niveaux notre manière de voir l'autre et de l'accueillir, y compris au prix d'une confrontation avec une partie de notre société qui va rejeter les autres. Et c'est toute l'histoire de l'humanité le montre. Et à ce niveau, à mon avis, on n'a pas besoin d'une course qui est le meilleur ou pas le meilleur. Nous devons tous faire cet effort et savoir que nous sommes partis et que nous avons aujourd'hui, je suis d'accord avec Anna Fonseca, un outil qui est le pacte global sur l'immigration. J'ai dit mes réserves, mais en même temps, c'est une opportunité historique. Et donc il faut que chacun d'entre nous voit comment l'utiliser et se rencontrer à Marrakech pour approfondir ce débat, pour voir comment chaque partie prenante va l'utiliser pour le respect des droits de tous les êtres humains, quel que soit leur statut, de tous les êtres humains en mobilité, qui sont en train de... Et il reste des êtres humains titulaires de droits fondamentaux indérogeables. Sur cette question, si vous permettez, Madame Sital, de la migration, et c'est intéressant, moi ça m'a assez interpellé, témoignage de notre consoeur égyptienne. On voit grâce à ce réseau une réalité qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas forcément dans les médias. Parce que apprendre, comme je l'apprends là ce matin, que l'Égypte gère un nombre important de réfugiés et puis leur attribue des droits, un accueil très spécifique, je n'ai jamais vu un reportage, et Dieu sait qu'on en mange de l'information au quotidien, sur justement ces actions-là du gouvernement égyptien. C'est aussi ce rôle que sont amenés à jouer les panafricaines. Madame Sitaï. Maribel, la última pregunta es para Guinea, Ecuato-Guinea. Un micro. Un micro, s'il vous plaît. S'il y avait une hôtesse pour un micro, ça serait bien. Mademoiselle, voilà. Maribel Njole Mosanga de Guinée équatoriale. En français, Maribel. Moi, je peux traduire si tu veux, mais en français, c'est bien. Tu parles français aussi. Tu vas faire comme José Maribel María Njole Aznar. Mosanga.
avec l'autorité de la table, con la venia de la mesa. Et depuis que nous sommes ici, en train de parler de la migration, c'est comme si aussi les thèmes qu'on parlait de guerre, on a trouvé les guerres ça continue, et on ne sait pas si on peut finir la guerre à la terre. Et toujours, on parlait d'immigration, on a trouvé l'immigration, et ça continue l'immigration. Bon, nous sommes ici maintenant, on a fait une seule Afrique, c'est ça que nous sommes ici, comme les femmes des médias. Qu'est-ce que la solution? Je demande la solution à la table des autorités. Parce que nous, quand on va rentrer dans notre pays, on doit amener une solution de la deuxième session des femmes panafricaines. Et quand il y avait ici au Maroc 30 éditions d'immigration, qu'est-ce que les gouvernements ils ont parlé de migration? Et pourquoi la migration est toujours mauvaise? C'est les enfants, les femmes en grossesse, les hommes, les femmes et partout dans le monde. Donc, quand le président se réunit, qu'est-ce que la solution? Pourquoi il n'y a pas la solution? Chaque année, conférence mondiale ou internationale de la migration. Chaque année, souvent. Pourquoi il n'y a pas la solution? Qu'est-ce que la solution? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Je demande la solution à la table. Alors, il n'y a pas d'autorité là, Marie-Belle. Il n'y a pas d'autorité. Ah, okay. Il y a l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Gracias. Il y a une journaliste, Raffaella Consentini. Il y a Patrick Otim, qui est un militant, journaliste, militant associatif. Il y a le Conseil national des droits de l'homme, qui est indépendant. Et puis, il y a Larry Macaulay, lui, il est tout terrain, vous avez remarqué. Hein. Je ne vais pas le faire parler là maintenant. Non, mais nous, en tant que journalistes, et ce sera le but et l'objectif, je vais répondre, si vous permettez, pendant les 2 jours, Marie-Belle, où on va se voir, modestement à notre niveau de journaliste, avec notre expertise de journaliste. D'ailleurs, nous avons cette occasion sur ce plateau aujourd'hui et cet après-midi dans les ateliers d'avoir des experts accompagnants qui vont également nous apporter leur point de vue, mais c'est notre position de journaliste et le fait que nous avons une position dans un média qui nous permet de nous réunir et de voir ce que nous pouvons faire, encore une fois, en tant que journaliste, pour influer sur le changement, le traitement médiatique, nous-mêmes évoluer, changer sur ce traitement médiatique et peut-être même, pourquoi pas, influer sur les décisions de ceux qui les prennent. Voilà un petit peu l'ambition qui est la nôtre, Marie-Belle. Donc on va en parler pendant ces 2 jours et peut-être nous quitter ou à dire demander à chacun de nos invités. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Un tour de table, un dernier VTR, tour de table. Une minute. Une minute, chacun un mot. Ça l'occasion de vous entendre une dernière fois, toutes et tous. Peut-être sur la priorité, à vos yeux, dans le traitement, qu'il soit traitement politique, économique, social, médiatique, de la migration. Si vous voulez bien, Madame Fonseca. Prendre votre microphone. J'aimerais bien qu'il y ait une solution magique. Mais même une solution magique, c'est toujours impossible pour la migration. Parce que c'est partie de notre histoire et va continuer à être partie de notre histoire et mobilité humaine. Donc, je voudrais seulement dire que c'est très important pour les États numéro 1 de se préparer pour le bon accueil de cette mobilité comme facteur de développement, comme facteur sociétal. La question des communautés d'accueil, c'est une question clé. Ce sont des migrants aussi, les communautés d'accueil, et comment la communauté d'accueil voit le prochain résident qui vient et qui s'intègre au quartier, ou qui quitte après. Il y a la mobilité temporaire aussi. Il faut se préparer. Ça veut dire qu'il faut introduire bien la question de mobilité dans nos écoles pour que la nouvelle génération peut voir d'une façon plus naturelle toute cette question de mobilité. Et ça va aider, va avoir un effet
très important sur la façon comme les médias, comme la communication va le faire. Et deuxièmement, d'approcher la question migratoire comme une question sociétale. Ça veut dire bien intégrer, que c'est ça ce qu'on fait ici au Maroc, l'OIM, c'est de soutenir le Maroc et tous les États membres pour bien intégrer la question de mobilité, la question de migration dans tous les cadres sociaux, de politique sociale, etc. Et laisser chaque pays, chaque contexte régional s'adapter, créer, créativité, je pense. Merci. Raffaella Maria Consentino. Yes, I think one point that is missing is that to stop human trafficking and slavery is needed to have a regular way of moving. This is the point. What is missed now is that there is no regular way for someone who wants to migrate to do it. So this is the first thing. The second thing, I think we need dialogue between the two sides of the Mediterranean Sea in this case, because our politicians, they do dialogue in a way that sometimes is not that fair, no? Because we know there is a lot of pressure from north to south to stop irregular migration. Why the journalists shouldn't dialogue? Because we don't need to have Yes, this you're kind right. of pressure. We should dialogue, and we can build together really an opposition, a force that can help us to implement the human rights of everyone. Because if we implement the human rights of migrants, we implement the human rights in all society. That's it. That's it. And Patrick Otim. I remember I posed the question that who controls knowledge production? And how many of us journalists go down to report on migration? They're countless, or they are not there at all. Very few of us go into those spaces to talk about them. And I think if we start doing this, all of us who are here, the 200 women who have attended this summit, if all of us choose to report on migration on a weekly basis, that is power enough. We all have followers in our social media, and the ripple effect is massive. And unless it sticks into our brains, into our sitting rooms, through our phones, onto the TV, people will not talk about it. So for those of us who are lucky to have come here today, I think by the end of the summit, let us have a resolution that is going to let us all commit ourselves to reporting on migration. In whatever space, whatever media, whatever tool you have, if you can report that every other day, every week, in and out for a whole year, I promise you the message will reach. It will reach the duty bearers, the policy makers, and every one of us will start to react differently. Thank you. Merci. Je ne sais pas quels vont être les résultats de vos travaux, mais deux choses me viennent à l'esprit. Moi, je pense que, sérieusement, si les panafricaines prennent l'initiative de commencer à élaborer un code d'éthique sur comment les journalistes doivent traiter la question de l'immigration en Afrique, ce sera un grand pas. Deuxièmement, moi, je pars le 30, là, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui est en réunion en ce moment même à Banjul. Moi, je pars le 30 de ce mois pour passer 2 jours à Banjul et discuter avec mes amis de la Commission africaine des droits de l'homme des peuples et des ONG africaines qui se réunissent sur les droits de l'homme. Je crois que, et j'ai dit que les institutions nationales des droits de l'homme africaines ont un réseau. On est 44. Certaines travaillent bien, d'autres moins bien. Mais en tout cas, c'est une réalité africaine. Je pense qu'on peut travailler ensemble sur le long terme avec les panafricaines sur la question de la migration en direction de l'Union africaine. Larry Macaulay. Well, my take on this is we need 3 things. Unity, we have to be united as one front. Then we have to focus on education. It's very important, it's very key. So as journalists, I encourage us to go back to our societies, our communities, and re-educate and inform the communities about migration. If you will have a radio show or a TV show that talks on migration every week, every month, do something. And my last take is peace should reign in the world.
We need it a lot. Thank you. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. Je vais vous remercier. Madame Sitaïl, vous restez avec moi sur scène. Pourquoi vous voulez, vous avez besoin de moi parce pour que faire vous quoi? n'allez pas vous en aller aussi vite que ça. Était avec nous, mesdames, messieurs, Madame Ana Fonseca, chef de mission, et on peut les applaudir, de l'Agence des Nations Unies pour l'immigration au Maroc. Rafaela Maria Consentino, reporter pour la chaîne de télévision RAI spécialisée dans les questions migratoires. Patrick Otim, restez, on va faire une petite photo de souvenir ensemble de famille. Patrick Otim, spécialiste de la migration, et on les applaudit, membre de l'organisation Refugee Law Project à Kampala. Driss Azami, président du Conseil national des droits de l'homme, et Larry Macaulay, fondateur et rédacteur en chef de Refugee Radio Network, j'espère que je l'ai bien prononcé, à Hambourg, en Allemagne. Sous vos applaudissements, la photo souvenir avec bien sûr Madame Samira Sitaïl.